Dans cette vidéo, tu vas voir une femme passionnée, engagée, battante, qui s'est construit une vie inspirante. Dans cette deuxième interview sur ma chaîne, j'ai fait le choix d'inviter Caroline Garcia, aujourd'hui chargée d'affaires, avec un parcours dont elle peut être vraiment fière. Par le passé, elle a été sommelière, entrepreneur, expatriée et elle a toujours fait le choix d'être alignée avec ses pensées. Aujourd'hui, tu vas donc découvrir comment l'ambition professionnelle de cette femme lui a permis d'évoluer aussi sur son équilibre personnel. Caroline nous donne la chance de rentrer dans les détails de son parcours, de son école hôtelière à son quotidien aujourd'hui de chargée d'affaires. Elle nous explique ses difficultés et ses victoires, mais également tout son cheminement qui lui a permis d'avancer jusqu'à aujourd'hui. Je t'invite vraiment à te poser et à écouter Caroline parler. Tu verras, à la fin, tu ressortiras avec cette envie de ne rien lâcher. Juste avant de commencer, je me présente très rapidement à toi. Je m'appelle Pierre Crozier, j'ai créé le média En Forme et ça fait plusieurs années que je travaille personnellement sur toutes les thématiques autour de l'amélioration de sa vie. Si le développement personnel concret est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner juste ici et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochains contenus. Sur cette chaîne, tu retrouveras des vidéos entre 7 et 15 minutes qui parlent de développement personnel concret donc, et de temps en temps des interviews comme aujourd'hui avec Caroline. Je te souhaite une excellente écoute. Bonsoir Caroline. Bonsoir Pierre. Je suis très heureux de t'accueillir aujourd'hui sur En Forme pour cette deuxième interview sur ma chaîne. Alors, pour être totalement transparent avec les personnes qui regardent cette vidéo, on se connaît depuis 8 ans maintenant. On s'est rencontrés donc en étant un poil plus jeune dans d'autres contextes, dans un contexte associatif. Et au fil du temps, on est devenus amis. Et aujourd'hui, Caroline est une de mes meilleures amies, sans aucun problème. Et si c'est une de mes meilleures... Merci. Et si Caroline est une de mes meilleures amies, c'est parce que elle fait partie de ce que j'appelle l'entourage choisi, un entourage de qualité. J'en parle assez régulièrement dans mes vidéos. C'est important de s'entourer de personnes qui nous correspondent et qui nous inspirent. Caroline est une personne inspirante et j'estimais à ce titre que c'était important pour moi de l'inviter aujourd'hui dans cette vidéo. Donc voilà, Caroline, si tu veux te présenter aux personnes qui nous regardent, c'est avec grand plaisir. Eh bien, merci Pierre pour cette introduction et présentation très rapide de nos liens d'amitié. Donc, je m'appelle Caroline Garcia. Je suis, sur un point de vue professionnel, je suis chargée d'affaires dans un groupe média spécialisé dans le secteur agricole et viticole en B2B. J'habite à Montpellier. J'ai 36 ans depuis peu de temps. C'est pour ça que derrière, il y a toujours une décoration un petit peu festive. Je me suis dit qu'on allait rester dans le thème festif, positif, et donc quelques paillettes dans la vie, ça fait toujours du bien. Il n'y a pas de raison. Puis de toute façon, des paillettes, t'en mets dans ta vie à toi, dans celle de tes proches. Et donc, au-delà de ta situation professionnelle aujourd'hui, qui est une belle situation professionnelle, ce qui est très intéressant, c'est que tu travailles dans un groupe média sans avoir fait d'école de médias, sans avoir fait non plus d'école de commerce, puisque au tout départ, t'étais dans totalement autre chose. Et en fait, l'évolution de ton parcours est super intéressante et je pense qu'elle peut inspirer beaucoup de gens. Où commence cette histoire, Caroline ? Eh bien, écoute, cette histoire commence un 8 décembre 1988 à Montpellier, à la clinique Saint-Roch où je suis née. Voilà, l'histoire commence là. Alors, sans reprendre vraiment à la genèse de ma vie, parce que ça n'est pas le but de l'entrevue, mais j'ai commencé mes études, disons, après un bac général. Je suis partie sur des études hôtelières, donc dans l'hôtellerie-restauration. Pour faire le parcours rapidement, après on parlera un peu plus dans le détail. Donc j'ai fait 4 ans d'études après le bac dans la restauration et dans la sommellerie. Et on va rentrer dans le détail justement de pourquoi ce choix d'études au départ. Pendant 10 ans, une fois mes études terminées, eh bien j'ai travaillé en restauration, j'ai créé une entreprise, je suis partie à l'étranger, partie vivre à Bordeaux où je t'ai rencontré. Et depuis 5 ans, voilà, un virage total, mais en même temps qui a du lien avec mon savoir-faire et mon métier précédent.
voilà, donc de vous raconter un petit peu ce parcours. Alors, est-ce qu'il est inspirant ou pas? Mais ça, je vous laisserai en juger. En tout cas, c'est un parcours qui n'est pas forcément effectivement commun. Et s'il en inspire certains, eh bien, tant mieux. Moi, je pense qu'il y a un côté inspirant parce que juste en étant très factuel, tu as fait un lycée technologique. Je sais pas si on dit technique ou technologique pour l'hôtellerie-restauration. Et aujourd'hui, tu es dans une profession qui est tertiaire. Et aujourd'hui, on voit d'ailleurs beaucoup l'inverse des gens qui ont fait des études dans le tertiaire et qui finissent plutôt dans quelque chose de plus artisanal. Toi, tu as fait l'inverse. Et si le cas d'aujourd'hui est assez faisable, puisqu'on se dit avec du tertiaire, tu peux tout faire derrière, ce qui est absolument faux, mais admettons, dans la tête des gens, c'est vachement comme ça. Toi, peut-être que tu as rencontré plus de difficultés, ou pas d'ailleurs, c'est ce que tu vas nous expliquer. Et en fait, on va faire un petit teasing, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas qu'une histoire de cursus, de niveau d'études, c'est avant tout une histoire de personnalité. Et donc j'ai hâte que tu nous racontes tout ça. Donc, tu rentres au lycée hôtelier à 18 ans. Qu'est-ce qui t'a motivé à partir dans ce milieu-là, en fait? Tout ce que j'ai fait, je pense que ça pourrait être le résumé de toute la conversation que l'on va avoir. Tout ce que j'ai fait dans ma vie, d'un point de vue pro, perso, je fais tout à l'instinct et avec le cœur. Ok. Je mets pas trop forcément la raison sur mon parcours. C'est plus effectivement la partie un petit peu sentimentale, romantique, je ne sais quoi. Enfin, ce côté voilà qui émane du cœur et non trop du cerveau, qui résume assez bien ma vie dans tous les aspects de ma vie. Donc voilà, effectivement, à 18 ans, j'ai quitté ma province, bien décidée à entamer la vie, comme dirait Charles Aznavour. Je décide de suivre mon instinct et de partir sur des études hôtelières parce que depuis petite, j'ai le goût, sans jeu de mots, de recevoir, de l'hospitalité, de faire plaisir. Ok. Et chez moi, ça se traduit par faire plaisir en faisant à manger. Ok. Ah ouais, mais vraiment depuis que je suis petite. Hein. Ouais, d'accord, ok. Je confirme. Une dizaine d'années, à partir du moment où mes parents m'ont laissé avoir un couteau dans les mains, c'est très bizarre. Ça. Mais à ce que je sache me servir d'un four et voilà, que je puisse être un petit peu autonome sur ce sujet. Mais en fait, ce qui me plaisait, donc il y a cette partie d'aimer faire plaisir aux gens, et puis j'ai toujours été attirée par la transformation des choses. C'est-à-dire de prendre voilà, des ingrédients, de les mélanger d'une certaine manière, et puis que ça devienne autre chose. Ok. De prendre voilà, des fois des mêmes ingrédients, de les mélanger d'une autre manière, et que ça devienne encore autre chose. Finalement, t'es un peu une experte en transformation, en fait, parce que t'as transformé ta vie, et tu transformais déjà des aliments au départ. C'est intéressant comme analogie, je trouve. Oui, c'est pas mal. Bravo, Pierre. Merci. Donc voilà, c'est cet amour et puis du goût, parce que j'ai été initiée très petite aux saveurs, au goût, à cuisiner, à partager. Et je n'ai toujours voulu faire qu'un métier dans la gastronomie. D'accord. Et au départ, avant que le choix se confirme et que je parte pour l'école hôtelière, je voulais dès la 3e partir faire une école hôtelière. D'accord. Et mes parents voulaient à minimum que j'ai un bac général dans leur esprit pour avoir, on va dire, des bagages assez solides, et puis peut-être pour que je change d'avis en cours de route. En tout cas, mes parents ne m'ont jamais freinée dans mes choix. Il y a juste eu voilà, des étapes qu'ils m'imposaient. Et une fois le bac entre les mains, eh bien là, j'avais libre choix de faire ce que j'avais envie à la sortie du lycée. Donc, il y avait cette envie. L'idée n'a pas changé. Ouais, ok. Mais c'est cool de ne pas avoir changé d'idée finalement. J'aurais pu, je pense que si j'avais au départ pas eu ce choix, en tout cas cette conviction que ma carrière se ferait dans la gastronomie au sens large, je pense que je serais partie peut-être dans des études de droit. D'accord, ok, effectivement, rien à voir en fait. Enfin, t'aurais transformé des contrats en... Enfin bref, ouais, c'est autre chose. J'étais, dans mes études,
il y avait une partie de droit, enfin de formation sur la partie juridique, et j'étais assez intéressée par le sujet. Et donc là, c'était pas du tout sur le côté créatif, donc vraiment à l'opposé de finalement ce que j'ai choisi de faire. Après, on est tous un peu, enfin en tout cas, moi je suis paradoxale sur certains points, mais je pense que je suis pas la seule. Mais voilà, le choix du droit a pas été... c'était le second choix parce qu'au lycée, on nous demande tout. À l'époque, il fallait que l'on émette des vœux. Oui. Alors moi, mon vœu numéro 1, c'était de faire l'école hôtelière de Saint-Chély-d'Apcher, parce qu'en plus, je suis très précise. C'est pas de faire une école hôtelière au hasard, c'était celle de Saint-Chély-d'Apcher en Lozère. Donc, t'es parti en Lozère à 18 ans parce que t'as eu ton choix, parce qu'encore une fois, le choix du cœur, comme tu disais tout à l'heure, par rapport à ce que tu voulais faire. C'était cette école et pas une autre finalement. Voilà, donc quand on m'a demandé de faire au lycée, je me souviens encore, ma prof principale, il fallait faire 2 choix minimum. Donc la plupart disaient, bah, moi je vais aller à la fac d'éco ou à la fac de droit, Ouais, ou bien sûr. fac de lettres, enfin bon bref, ça tournait autour de ça. Eh bien moi je lui ai dit, mais en fait moi il n'y a qu'un choix, enfin il n'y a pas de choix d'ailleurs, parce que s'il n'y en a qu'un, ce n'est pas un choix. C'est soit l'école hôtelière de Saint-Chély-d'Apcher, soit rien. Voilà. Et comme en plus tu peux le dire, c'est une école hôtelière qui est assez sélective, tu prenais le principe d'avoir rien. C'est une école privée. Elle a la réputation d'être une école très dure par rapport à la discipline qui y est demandée. Donc finalement tu suis ton envie. Comment se déroule cette partie-là? Tu es satisfaite, alignée finalement avec ce que tu avais imaginé? Au début, et je parle vraiment du tout début, quand j'arrive, donc on vivait dans un campus, 3 étages. Campus. De mini-appartements de 18 mètres carrés, un coin fille, un coin garçon. Quand je suis arrivée, donc je suis arrivée avec mes parents qui m'ont déposé mes affaires, voilà, parce qu'il fallait un minimum meubler un petit peu et rendre sexy, entre guillemets, Ouais. le studio dans lequel j'étais. Un studio étudiant, quoi, effectivement. Très standardisé. Ouais, et puis moquette au mur, enfin Ouais, okay. À l'ancienne. Voilà. Et donc mes parents partis, ça devait être un mardi ou mercredi. Le vendredi soir, il était prévu que je rentre chez mes parents à Montpellier. Ok. Et quand mes parents sont partis, il devait être, je sais pas, 15-16 heures, quelque chose comme ça. Donc je me suis retrouvée seule pour la première fois. En tout cas, avant, je vivais chez mes parents. Donc là, j'étais dans le grand bain du début de la vie de jeune adulte. Et je me vois encore regarder les murs et me dire, je vais tenir 2 jours. Oui, donc le choix du cœur, là, dans un premier temps, ouais, mais on le verra plus tard sur mon parcours. Ça m'est arrivé une seconde fois, ce sentiment de, je regarde les murs et je me dis, je vais rester 2 jours ou repartir de suite. Donc non, et après ça s'est très bien passé. La preuve, j'y suis restée finalement 5 ans. Ok. 4 ans d'école et 1 an où j'ai travaillé dans un restaurant, un bistronomique, pas très loin de l'école hôtelière. Et donc ça a été, pour résumer très rapidement mon expérience école hôtelière, ça n'a pas été forcément facile. Il y a la partie école et puis il y a la partie stage, parce qu'on part 6 mois en stage par an, donc sur 3 ans de BTS. En fait, il y a une année, ce qu'on appelle une mise à niveau, qui est l'équivalent d'une année de prépa, pour que les élèves qui sortent d'un cursus général puissent se mettre au niveau sur la partie technique, donc tout ce qui va être cuisine, hôtellerie et restauration. Donc je travaille, j'apprends les bases de la cuisine, j'apprends les bases de la réception, de savoir nettoyer des chambres, toute cette partie hôtelière, et toute la partie restauration qui est sur la partie service, connaissance de la gastronomie, une petite initiation sur la partie œnologie. C'est très dense. Après, les avantages, c'est que comme ce sont des études dans la gastronomie, eh bien... tu manges bien. Les cours consistent à goûter, manger, boire. Déguster. Non, je dis déguster, pas boire, parce que c'est péjoratif. Même si des fois, effectivement, la dégustation, en tout cas la première dégustation, c'était des vins d'Alsace. Tu m'as raconté cette histoire. Tous ceux de ma promo s'en souviennent. Et évidemment,
on nous donne les règles de base qui sont on recrache à chaque fois. Si jamais pendant l'année on sent qu'il y a une addiction ou en tout cas que l'alcool devient un sujet, voilà, il y a toute une cellule pour justement accompagner ceux qui en auraient besoin. Donc voilà, c'est pas une école pour en tout cas qui transforme en alcoolique. Voilà, il faut remettre aussi dans le contexte pour des parents ou des gens qui se poseraient la question peut-être d'études hôtelières. Et on rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé par ailleurs. C'est important de le dire. Donc tu fais cette première année de prépa, un peu, quelque part. Et donc là, tu vis ton BTS, t'apprends beaucoup à l'école, t'apprends aussi beaucoup en stage, j'imagine. Première expérience avec le monde professionnel, c'est à ce moment-là pour toi ? C'est en mise à niveau. En fait, la mise à niveau, la partie... la manne se termine l'année se termine à partir du mois d'avril, quelque chose comme ça. Et jusqu'à fin août, on part en stage. La première année, c'est vraiment le côté découverte, où on va justement travailler sur les 3 pôles, la cuisine, l'hébergement, c'est la partie hôtelière, et en restauration. Okay. Voilà, dans la réalité du terrain et de voir quelle branche nous plaît le plus et finalement conclure par est-ce que c'est un métier au sens large qui me plaît de bosser en hôtellerie-restauration, parce qu'il y a eu de la perte entre la mise à niveau et la première année BTS. Voilà. Il y a ce que tu imagines et la réalité. Pardon, excuse-moi de te couper, mais c'est toujours un peu comme ça. C'est souvent comme ça. T'as tout ce que t'espères et t'as la réalité. C'est comme à l'université. En fac, c'est plus ce que je connais. T'as 30% de réussite au niveau des inscrits sur la première année, mais sur ces 30%, en fait, t'as 30% d'autres qui échouent alors qu'ils ont tenté, et t'as 30% qui viennent un mois et qui se disent oula, c'est pas pour moi. et donc finalement, ça arrive un peu dans toutes les disciplines, quoi. Exactement. Et comme c'est un métier, je reprends le mot que tu viens de citer, mais c'est un métier de discipline. Ouais. Ça ne convient pas à tout le monde. D'accord. C'est un secteur d'activité qui est dans lequel quand même il faut s'accrocher. Alors, je parle de mon expérience d'il y a 15 ans. Ouais, c'est ça. Ouais, quelque chose comme même un peu plus, mais bon, peu importe. Ouais, mais ça évolue, mais les bases restent les mêmes malgré tout. C'est-à-dire que ça évolue aussi avec la société quelque part. Le lycée général de il y a 18 ans était différent de ce qu'il y a aujourd'hui, d'un point de vue mentalité de société en gros, et donc automatiquement pour les études supérieures qui suivent, c'est exactement la même chose. Ouais, alors encore plus dans l'hôtellerie-restauration où bon, je pense que les internautes qui nous écoutent ou qui nous voient vont comprendre ce que je dis, c'est que le monde de la cuisine et de la restauration en général est un monde très difficile. Quand j'y étais, et je pense que ça existe encore, ça a évolué de façon très positive, mais en tout cas quand je l'ai connu, c'était un monde qui était très misogyne. Donc être une femme en restauration, c'était quand même un sujet. Donc y a cette partie-là, et puis la réalité du terrain qui est un rythme de travail très dense. C'est un travail qui n'est pas sur 35-39 heures, mais plus sur 60-70 heures semaine. Et où notre vie tourne autour du travail. Entre le matin 9h ou même avant 8h et le soir minuit 1h du matin, eh bien en fait on a fait un espèce de cycle avec une coupure de 3 heures. Ça fait un rythme qui est assez dense, mais qui est formateur aussi, parce que une fois qu'on a travaillé en restauration, on peut travailler dans n'importe quoi. Je suis assez d'accord avec ce que tu dis, et il faut que j'ai 2 choses à rebondir sur lesquelles tu as dit, mais sur lesquelles tu as développé un peu. Mais je suis d'accord avec ce que tu dis. J'avais croisé, lorsque j'étais étudiant en restauration rapide, une personne qui sortait de restauration traditionnelle qui me disait « mais ici c'est facile ». Et la restauration rapide est probablement l'expérience la plus compliquée que j'ai eu à vivre d'un point de vue physique par rapport au nombre d'heures travaillées. C'était déjà ultra intense, alors j'imagine même pas la restauration traditionnelle en comparaison. Je voulais revenir sur 2 choses. La première, c'est que tu parles de misogynie. Est-ce que ça t'a permis finalement de te développer, toi, en tant que femme? Est-ce que ça t'a donné une force d'aller plus loin, d'évoluer finalement dans un contexte qui n'était pas celui des bisounours et des princesses sympathiques, quelque part? Complètement, bien sûr. C'est un petit peu le sujet aussi de cet entretien, mais il y a les expériences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, et je pense pas qu'il y ait de mauvaises expériences. Moins bonnes, on dira. En tout cas, je dirais qu'il y en a qui sont peut-être plus formatrices que d'autres. Ouais.
Et les plus formatrices, c'est celles qu'on qualifie souvent de mauvaises expériences. De plus difficile à vivre. De plus sur difficile sur le moment ou même après, parce que des fois, il y a des traumatismes qui sont créés. En tout cas, on m'en a créé. Et sur ce côté, révéler la femme qui est en moi, forcément. Mais forcément, ça donne une force. Ça donne la force de prouver, de montrer que c'est pas notre genre qui régit qui nous sommes, mais c'est nos compétences, notre personnalité et notre envie de réussir. Bien sûr. Qui fait qui nous sommes. Et c'est pas parce que je suis une femme et que je travaille en cuisine que j'ai moins de légitimité à être là où je suis plutôt que Pierre qui serait en cuisine. Oula. Même niveau d'études. Oui. Même âge, même niveau d'études, il a pas plus de légitimité que moi à être là. Parce que c'est un homme. Parce que, ok, on est d'accord. Parce que sinon, si on compare sur le niveau d'études, t'as largement 10 fois 1000 plus de légitimité à être en cuisine que moi, on va pas se mentir. Mais, donc, finalement, il y a ce combat-là d'être d'égal à égal, d'être traité comme une humain, en fait, tout simplement, comme un être humain, et pas comme une personne inférieure à quelqu'un d'autre. C'est vrai que c'est toujours un paradoxe, mais dans la société française, quand on regarde historiquement les personnes étoilées chez Michelin notamment, il y avait peu de femmes dans les années 70, 80, 90, si ce n'était pas. Aujourd'hui, heureusement, c'est évolué. C'est pas 100% égal, mais il y a quand même du mieux. Et puis voilà, il y a aussi des émissions qui valent ce qu'elles valent, mais comme Top Chef, qui aident finalement à démocratiser ça pour tout le monde, et ça a plutôt du sens aussi. Et effectivement, après, on a vu une espèce d'engouement autour de la cuisine. Forcément. Où avant, c'était un peu la voie de garage. Ouais. Et je me souviens quand je disais à mes copains, copines de lycée que j'allais faire une école hôtelière. Ouais, ça devait être compliqué. Ouais, personne comprenait trop pourquoi ce choix et pourquoi pas partir, je dirais ce qu'on appelle la voie royale, la faculté ou des écoles de commerce ou d'autres écoles en tout cas, mais pas une école hôtelière. Et après, voilà, ce côté très marketé autour de la cuisine a fait que, et tant mieux, que ça a ouvert un petit peu les parents principalement, parce que des fois il y a des enfants qui veulent faire ces études-là, mais ce sont les parents qui freinent généralement. Ça les a un peu ouverts en se disant tiens, ça a l'air sympa, ils apprennent un métier. Tout à fait, et ils sont sympas, et finalement c'est sympa, et ça permet aussi à des vocations entre guillemets de se matérialiser. Enfin, dans ton cas à toi, quand on t'écoute depuis tout à l'heure, on comprend qu'il y a un lien au cœur que tu as évoqué, c'est aussi une vocation pour toi. Ça a commencé très tôt dans la cuisine de tes parents, et on pourrait faire un très beau storytelling si derrière tu avais créé une marque de agroalimentaire industriel. Bon, t'as fait d'autres choix de carrière ensuite, mais pour le coup, je trouve que c'est très inspirant d'avoir écouté cette voix au fond de toi. Et on va le voir ensuite, un peu plus tard, cette voix a évolué. En tout cas, il y a des faits qui ont fait que ensuite tu t'en es détaché, mais pendant un temps ça t'a forgé, ça a permis d'être d'une part la femme que tu es, et d'autre part, c'est la deuxième remarque sur laquelle je voulais revenir tout à l'heure, tu parlais d'horaires difficiles, de charges de travail qui sont très importantes. Est-ce que tu arrives finalement à faire un lien par rapport à ta vie perso, par rapport à ça? Est-ce qu'il y a des problèmes qui étaient des problèmes qui sont devenus moins des problèmes, enfin plus simples à gérer parce que t'as découvert une difficulté dans le monde professionnel que t'avais jamais rencontré dans ta vie, ou bien est-ce que finalement c'était assez séparé l'un et l'autre et que c'était pas exactement pareil? Ah ben, c'est indéniable. Surtout que dans le monde pro, j'ai vécu des choses assez compliquées. Traumatisantes, ouais. Ouais, j'ai un vrai traumatisme d'un chef qui a dépassé les limites en me brûlant la main, juste pour ne citer que ça. Parce que, en fait, j'ai juste osé dire quelque chose de très banal. J'ai argumenté une remarque qu'il me faisait. D'accord. Et en cuisine, c'est chef, oui, chef. Et certains chefs sont, et j'en ai connu aussi, certains chefs sont très ouverts à la discussion et justement à l'échange. Le statut de chef ne les empêche pas d'écouter ce que chacun a à dire et c'est ainsi que les choses avancent. Et puis, il y a les chefs de cuisine que je dirais à l'ancienne qui pensent que le titre de chef leur permet tout et n'importe quoi. Ok, d'accord. Voilà.
Et donc cette expérience a été traumatisante pendant 2 ans. Je ne pouvais plus aller dans... Donc le restaurant se situait à côté de Montpellier, dans une ville au bord de la mer, qui finit par As-les-Flots. Et pendant 2 ans, je n'ai pas pu y mettre un pied. D'accord, ok. Tellement le traumatisme c'est dur. A été fort et je ne pouvais pas passer devant le restaurant. Enfin voilà. Donc, cette partie traumatisante a fait aussi la femme que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire de prendre une expérience qui détruit quand même de l'intérieur, et puis en plus où ça n'est pas que du psychologique, mais où ça a été aussi physique parce que j'ai eu la main brûlée. Et en fait, on a toujours le choix dans la vie. On a toujours le choix soit de sombrer, soit de se dire je vais peut-être un peu sombrer, parce que forcément, c'est une expérience qui est difficile et il faut pas être non plus, schizophrène de la positivité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas... je crois qu'on comprend tous l'idée. On comprend. Il y a des choses qui sont difficiles. Je choisis soit de m'enterrer dans cette noirceur, soit d'aller un peu dans cette noirceur, mais d'aller en chercher de la lumière. Ok. Bon, j'ai choisi cette option-là, et c'est ce que je choisis d'ailleurs toujours dans la vie, même si parfois c'est compliqué. Et c'était de me dire, voilà, j'ai vécu cette expérience, et je pense qu'on ne vit pas les choses pour rien, que les choses n'arrivent pas par hasard, et qu'on ne rencontre pas les gens par hasard. Donc si j'ai été dans ce restaurant, que j'ai travaillé, bref, tout ça s'est passé, c'est que j'ai quelque chose quand même à en apprendre. Il y a toujours une leçon pour moi à tirer de chaque expérience qui nous arrive. Et donc là, l'expérience a été au lieu de me dire, en fait, il faut que je me taise et que je par le statut hiérarchique, pyramidal de chef qui t'impose de faire quelque chose qui pour toi n'a pas de sens, et juste de dire ce que tu me demandes, ça n'a pas de sens, on pourrait essayer de faire autrement. Et bien en fait, de continuer là-dessus et de toujours garder en tête que la hiérarchie ne fait pas forcément que la hiérarchie n'a pas forcément toujours la bonne réponse ou la bonne solution, et que les décisions se prennent en collégial. Et j'ajouterais que c'est pas parce que t'es plus expérimenté que t'as forcément plus raison ou que t'es forcément plus intelligent. Expérimenté, je parle en termes d'âge, puisque tu peux aussi avoir des expériences de vie qui font que. Mais c'est vrai que je pense que dans les générations précédentes, et je discute encore aujourd'hui avec les gens qui sont un peu plus âgés que moi et qui en sont issus, et qui peuvent avoir un peu de mal finalement à le digérer parce que c'est ce qu'on leur a appris. Mais c'est pas parce que t'es plus ancien, et je le dis aussi pour les plus jeunes qui nous regardent, des fois il y a des personnes qui auront 20 ans de plus que vous qui auront raison, mais des fois elles auront tort. Et le jour où elles ont tort, c'est le jour où elles vous manquent de respect, pour de vrai. Le jour où elles vous agressent, que ça soit psychologiquement ou physiquement, comme ce que toi t'as vécu, Caroline, finalement. Et dans ces moments-là, il faut en avoir conscience, il faut surtout pas se laisser détruire, il faut se battre, il faut se faire aider. Je sais pas si toi, parce que je pense que c'était il y a quelques années désormais, si t'as eu une aide extérieure, pour et peut-être qu'avec le recul et ton expérience de vie, tu te dis que ça aurait pu avoir aussi une utilité, pourquoi pas, je sais une suggestion comme ça, mais de voir un professionnel de la psychologie ou quelque chose comme ça à ce moment-là pour extérioriser et avancer sur ce trauma, ou pas forcément? Pas forcément. D'accord. Moi, je suis beaucoup sur le travail sur moi. Je m'aide de livres, je m'enrichis de discussions. Je suis aussi sur l'aspect spirituel. Donc il y a toute une réflexion et un travail que j'ai mené sur moi-même, sur ma personnalité, sur comment faire d'une faiblesse une force, et finalement de transmuter certaines choses qui étaient en moi pour aller vers du mieux et pour que des expériences telles ne m'arrivent plus. Ok, d'accord. Donc non, je me suis pas fait aider, mais effectivement, si besoin, il faut pas hésiter, mais après ça dépend des sensibilités de chacun. Toi, c'est passé par ce travail sur toi et une espèce de développement personnel de manière élargie, sans rentrer dans les détails. Et pour d'autres personnes, ça passera potentiellement par des psys. Moi, je conseille toujours aux personnes qui ont des traumas d'aller voir un psy. De toute façon, dans tous les cas, ça fait jamais de mal d'en discuter, d'extérioriser, et de se faire aider aussi par des personnes dont c'est la compétence. Et ça peut être aussi des coachs comme Pierre, que j'avais interviewé la dernière fois, Pierre Moussette. Je mets le lien directement dans la description. Petit placement de produit, comme on les aime. Ça, Caroline, c'est arrivé, tu avais une grosse vingtaine d'années, on va dire
ça comme ça? T'avais 25 ans, c'est ça à peu près? Si je Non, vois là, si j'avais une vingtaine d'années. Ouais, une vingtaine Donc d'années, après, ok. voilà, après, j'ai eu d'autres expériences dans des restaurants étoilés Ok, sur la Côte d'Azur. Alors, la restauration étoilée, c'est encore un niveau au-dessus de la restauration en termes d'investissement, en termes de dureté, ouais, de charge mentale. Et puis sur la partie, il faut qu'on soit tout le temps à 300% de ok, nos capacités. ok, d'accord. Parce qu'on sert les grands de ce monde, parce que les tables, et ça c'est la première phrase que notre prof de restauration, mon premier prof de restauration nous avait dit, c'était vous n'estimez pas le rôle, enfin là vous, dans le sens, vous estimez pas encore le rôle que vous avez, que vous allez avoir dans votre carrière professionnelle, parce que vous êtes voué à travailler dans des restaurants étoilés, dans les meilleures tables du monde. Et le monde se crée autour d'un repas, autour d'un bon vin. En tout cas, et je pense que tout le monde comprendra, quand vous êtes avec un client, que vous devez lui faire signer quelque chose qui n'est pas forcément facile à signer, un contrat, voilà. Bon, vous êtes en face à face, sur une table de bureau, et puis bon, on sent que les négociations sont un peu difficiles à mener. Bon, quelle heure est-il? Midi, allez, viens, je t'invite à déjeuner. Et puis voilà, on rentre dans une atmosphère. Nous sommes des acteurs, parce que dès qu'on s'habille, on a un uniforme, des vêtements particuliers. Puis quand l'on passe la porte du pass, eh bien on rentre en scène. Voilà, on est des acteurs. Et dans cette partie d'acteurs, eh bien, il y a les acteurs qui ont connaissance de leur rôle, c'est-à-dire les serveurs, les sommeliers, les maîtres d'hôtel. Et puis, il y a les vrais acteurs de la vie, eh bien, qui sont ces clients qui, autour d'un bon repas, d'un verre de vin, d'une atmosphère, d'une ambiance cosy, détendue, vont être amenés, des fois, au milieu de repas, à la fin du repas, à ce que il y en ait un qui ressorte ce contrat, et que là, bizarrement, le contrat sur lequel on planchait depuis peut-être une matinée ou des jours ou des mois, Là, il se signe. le contrat se signe. Ouais, logique. Et donc, c'est d'estimer ce rôle-là. Et dans ce rôle-là, il faut que l'on soit au niveau de voilà, d'un acteur, comment dire, c'est le côté un peu métaphorique, mais il faut être au niveau d'un acteur hollywoodien. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'a pas ni le droit à l'erreur, ni le droit à l'hésitation. Et voilà, et on doit donner tout ce qu'on peut donner. Donc, ça, c'est ton expérience en restauration, en sommellerie dans le sens hôtelier. Et puis après ça, tu quittes ta région d'origine pour aller travailler ailleurs. Et là, moi, quand je t'ai connu pour la première fois, tu travaillais pas dans un restaurant. C'est passé quoi? Alors, juste avant ça, j'ai créé une société. Ah oui, c'est vrai, c'est important ça. Enfin, une société. En tout cas, j'ai été chef auto-entrepreneur. d'une micro-entreprise. J'avais plusieurs cordes à mon arc, un petit peu Shiva. Donc, bien sûr, toujours dans ce côté restauration. Donc, j'étais chef de cuisine à domicile. Je donnais des cours dans des écoles autour de Montpellier pour les enfants, des cours de cuisine. Je faisais du consulting en restauration pour la partie vin, c'est-à-dire de pouvoir former du personnel sur la connaissance du vin, l'élaboration de cartes des vins, enfin voilà, tout ce qui tourne autour de ça. Et je faisais des ateliers dégustation de vin et de cuisine. Ok. Pour les adultes et les enfants, pour la cuisine, hein, bien sûr. Pour la partie vin, celle-là, c'était que pour les adultes. Non, c'est nul. Non, pardon. Ok, oui, évidemment. Bien sûr, ça va être ça. Ok. Donc, ça dure 2 ans. Ça dure 2 ans, mais pendant 2 ans, tu fais totalement autre chose. Mais quelque part, quand tu as eu l'exigence du monde de la restauration, monter son entreprise, je dis pas que c'est facile parce que c'est jamais facile. Et puis, il faut avoir le bon réseau, etc. Mais quelque part, le rapport au client, tu l'avais et c'est ça l'essentiel. Donc, tu as pu capitaliser sur ta première expérience pour accélérer. Le savoir-faire, le savoir-être. L'expertise. Et le faire savoir. Ouais, bien sûr. Ok. Oui, parce que tu es très pédagogique, donc pédagogue plutôt, pardon. Donc ouais, non, effectivement. Donc ça dure 2 ans. Et un jour, ça dure 2 ans. Et puis, je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Enfin voilà, j'ai voulu créer une entreprise. Je l'ai fait. Ça fait 2 ans que je fais ça. C'est quoi l'étape d'après?
Parce que moi, je suis une femme de challenge. La routine, j'aime pas trop. Surtout à l'époque où j'avais 1000 idées à la seconde et j'avais envie d'aller explorer le champ des possibles. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire ? Eh bien, toujours travailler dans le vin. Ça, de toute façon, je pense qu'on peut refaire une interview dans 50 ans, parce que je pense que dans 50 ans, on sera encore en train de travailler. Ou pas. On verra. On fera les interviews à Bali. Ouais. Voilà, je savais que le secteur d'activité serait la gastronomie au sens large, mais ce dont j'étais sûre, c'est que j'avais envie d'aller vivre à Bordeaux. Ça, c'était sûr et certain, qu'il fallait qu'à un moment dans ma vie, j'aille vivre l'expérience bordelaise. Alors pourquoi ? Parce que mon premier stage en restauration, je l'ai fait à Bordeaux. J'ai adoré l'ambiance et puis forcément quand on travaille dans le monde du vin, à Bordeaux, après c'est quand même un peu une évidence. Il y a la place de Bordeaux, il y a tellement de choses à faire à Bordeaux que on est quand même un peu attiré par cette ville. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai travaillé pendant 2 ans dans une cave à vin, pas du tout spécialisée sur les vins de Bordeaux. Donc en plus c'était un challenge. C'est vrai. Parce que à Bordeaux, pour ceux qui connaissent Bordeaux, ne pas vendre du Bordeaux à Bordeaux, c'est... Enfin, oui, c'est vrai. Ça relève d'un sacré culot. Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, rien que de les supermarchés, pour parler des gens qui connaissent très peu le vin, t'as 90% de Bordeaux, de toute façon. Là où c'est pas du tout le cas normalement en France, quoi. Donc, ouais, effectivement. Voilà, donc une expérience enrichissante où j'étais seule à travailler dans ces caves à vin plutôt orientées sur des vins étrangers. Voilà, c'est vrai. Avec toute une panoplie de compétences et de dégustation sur des choses que je ne connaissais pas forcément. Donc voilà, une ouverture d'esprit aussi sur le monde du vin hors métropole. Et donc c'est là où on s'est rencontrés. Exactement. On s'est rencontrés pas dans la cave, mais en tout cas dans le contexte Bordeaux. Non, effectivement, c'est là où on se rencontre. Moi, ce qui est intéressant, c'est que je vais faire un petit point de retour perso de l'autre côté, mais moi, donc on s'est rencontrés en 2016, donc il y a 8 ans. Et d'une manière générale, tu étais une personne qui était à l'aise, qui savait ce qu'elle voulait, qui avait de la détermination, qui avait vécu toutes les expériences que tu nous as racontées jusqu'à présent. Mais si je peux me permettre, tu n'avais pas le même niveau d'épanouissement professionnel, en tout cas qu'aujourd'hui, et ni non plus la même confiance en soi. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que déjà, toi, à l'époque, t'inspirais une certaine confiance en soi. Enfin, c'était intéressant de te voir de l'extérieur parce que tu maîtrisais ton truc, surtout que nous, on s'est rencontrés dans le monde associatif. Le monde associatif, tel qu'il soit, il y a tout type de gens dedans, y compris des gens qui font genre, qui sont professionnels alors qu'ils le sont pas réellement. Et toi, t'avais vraiment cette expertise. Il suffisait de discuter avec toi. Et donc, c'était vraiment très, très inspirant. Mais sauf que moi, depuis, je t'ai vraiment vu encore plus évoluer. Et donc, si déjà les 8 premières années entre ta majorité et tes 10 premières années entre ta majorité et quand je t'ai rencontré ont été ultra enrichissantes, ce qu'il faut dire, c'est qu'après 26, 27, 28 ans, ça continue. Et ça, c'est la bonne nouvelle quand même. Donc voilà, c'est vrai que nous, on s'est rencontrés là. Finalement, tu mets l'expérience bordelaise, aussi sympathique soit-elle, ne te convient pas à 100% pour plein de raisons. Tu mets un terme. Qu'est-ce que tu fais ensuite ? Tu continues à Bordeaux ? Ou bah non, finalement, tu pars. Qu'est-ce qui t'arrive ? Je décide de retourner à Montpellier alors que... À la maison, ouais. Alors qu'au départ, voilà, comment dire ? Bon, ça c'est la jeunesse aussi. Après, je crois qu'on passe avec par là. L'expérience, ouais, bien sûr. On laisse la vie aller à son rythme et nous amener là où elle le souhaite. Mais à l'époque, j'étais assez ferme quand je suis partie vivre à Bordeaux sur le fait que je resterai à Bordeaux et que je ne retournerai jamais vivre à Montpellier. Voilà. Bien joué. T'habites où aujourd'hui ? Ah à Montpellier, bah oui. Ouais, bon d'accord. Ça marche pas donc. Non, ça c'est les convictions qu'on a quand on a 24 ans ou peut-être avant, peut-être peu importe. Toujours c'est cette écoute du cœur finalement. Envie de partir à Bordeaux, etc. Là, t'as écouté ton cœur et puis à un moment donné, t'as écouté ton cœur pour retourner à la maison quelque part, retrouver tes bases, retrouver ce qui te rassurait aussi. Oui, voilà, le cercle social, tout ça. C'est ça, j'avais besoin de retrouver mes racines, que ce soit mes racines amicales, familiales, qui me manquaient finalement à Bordeaux. Et puis, c'est partir pour mieux revenir. Ouais, ok. C'est l'expérience bordelaise.
Et donc, Sauf que tu retournes à Montpellier dans le milieu de la restauration, c'est ça. mais ça dure qu'un temps parce que t'avais, je me souviens, moi je me souviens avoir discuté avec toi en 2018, t'avais une idée en tête qui n'était pas de continuer à Montpellier malgré tout. C'était vraiment une étape de transition pour toi à ce moment-là. Parce que tu voulais faire autre chose. J'avais l'idée de... alors voilà, après avoir eu l'idée de... l'idée de départ, je veux faire de la restauration. Celle d'après, je veux créer une entreprise. Je veux aller vivre à Bordeaux. Qu'est-ce qui arrive après ça ? Après ça arrive l'idée de, eh bien, pourquoi pas tenter une expérience à l'étranger, dans un but au départ d'améliorer mon niveau d'anglais, que je ne trouvais pas à la hauteur de ce que je prétendais, ouais. Je suis très exigeante avec moi-même. Donc voilà, je suis revenue à Montpellier, j'ai travaillé en tant que sommelière dans un restaurant. Et l'idée, c'était d'avoir du temps pour prendre des cours d'anglais en préparation de ce départ que je ne savais pas encore identifier sur quel continent, quel pays, quelle ville. Voilà, c'était de partir dans un pays anglophone. Donc pour amorcer ça, des cours d'anglais que j'ai pris pendant pratiquement 2 ans, tous les soirs, pour me mettre déjà un petit peu à niveau et puis pour prendre un peu plus confiance justement sur cette partie anglais et puis prendre confiance en soi forcément. Et voilà, après quelques réflexions autour du lieu de départ qui était plutôt centré sur les États-Unis et puis par rapport à la distance géographique, par rapport on va dire aux conditions de travail et puis par rapport aussi à la santé, parce que quand on part, eh bien on ne sait pas ce qui peut nous arriver. Finalement, je me suis ravisée sur un pays plus proche. Je me suis dit Londres, why not? Et donc tu t'es retrouvée. Voilà, je suis passionnée d'histoire, donc forcément une ville comme Londres, enfin en tout cas un pays comme le Royaume-Uni, mais une ville comme Londres où à chaque coin de rue c'est un coin d'histoire, ça me parlait. La seule chose qui me parlait pas, c'était la nourriture et le temps. Voilà, parce que la nourriture anglaise et la pluie H24, ça m'emballait moyen. Mais disons que sur un balancier, ça pesait peu par rapport à l'expérience londonienne. Et donc voilà, je me suis donné les moyens de pouvoir, en amont de ce départ, en tout cas de la préparation à ce départ, d'arriver à Londres avec déjà un appartement, une chambre, de louer et d'arriver, voilà, parce que je suis partie à 30 ans. Ok. En principe, quand les gens reviennent. Et moi, je suis partie. Exactement, c'est vrai. Ouais. Je suis partie vivre cette expérience, donc on voit là avec le côté maturité d'une femme de 30 ans, où en fait il faut un peu prendre sur soi, sur le côté je pars en colocation, dans un pays que je ne connais pas, avec des gens qui potentiellement sont plus jeunes que moi. Enfin, ça te fait sortir de ta zone de confort quelque part. Et donc voilà, là vraiment ça me faisait sortir de ma zone de confort, dans tout ce que confort peut vouloir dire. Ok, c'est intéressant. Ça a duré combien de temps cette sortie de zone de confort? Ça a duré quelques mois. Pas une quasiment année complète, un petit peu moins. C'était en 2019. Donc j'ai eu du pif de rentrer fin d'année 2019, parce que sinon ça aurait été encore une autre histoire. Et c'est là, donc à l'arrivée, je prends l'avion, j'arrive à Londres. Donc j'avais loué une chambre, donc je l'avais vue sur des photos. Déjà les photos, elles étaient pas dingues, mais elles étaient loin de la réalité. Voilà. Et donc en arrivant dans cette chambre, alors l'avantage c'est que j'étais très bien située, j'étais en plein cœur de Londres, mais les locations londoniennes n'ont rien à voir, au Royaume-Uni d'ailleurs, n'ont rien à voir avec les locations en France. Les normes ne sont pas les mêmes et les conditions de location ne sont pas non plus les mêmes. Donc j'arrive dans cette chambre et puis voilà, je regarde les 4 murs. Un peu la même expérience qu'en Lozère. Je regarde et puis je me mets littéralement à pleurer. Ok. Là, en Lozère, j'avais pas pleuré, mais là, à 30 ans, je me mets à pleurer en me disant, excusez-moi de la vulgarité, mais c'est vraiment ça, c'est putain, qu'est-ce que je fous là? J'étais à Montpellier, j'avais un CDI, j'avais un appart, voilà. Et puis je décide de tout quitter pour me retrouver dans une chambre qui fait 10 mètres carrés,
en rez-de-chaussée. Je dis en rez-de-chaussée parce que à Londres, ça a son importance. C'est-à-dire pas de lumière dans la chambre. Et en colocation avec des gens qui ont 20-24 ans. Ouais. Là, je me retrouve là, quoi. Et je me dis, Bien sûr. bon, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je fais une crise d'ado et est-ce que je reprends mes bagages et je retourne à Montpellier, ou est-ce que je prends sur moi et je me dis que ça va aller ? Bon, encore une fois, j'ai choisi l'option où ça va aller. Et ça a été, hein. Ça a été. C'était pas facile tous les jours. Voilà, il y a toujours ce contraste entre j'ai envie d'aller explorer une partie du monde, mais c'est d'aller s'explorer soi-même au final, hein, parce que bien sûr. l'histoire, c'est un voyage, je dirais, initiatique de connaissance de soi. Et je conseille à tout le monde de partir vivre à l'étranger. Parce que de toutes les expériences que j'ai pu avoir, et vraiment toutes expériences, pas forcément que déménager géographiquement, mais au global, on apprend tellement sur soi parce qu'on s'ouvre déjà à une autre culture, un autre pays, une autre langue. Donc forcément, on est obligé de s'adapter. Oui, bien sûr. Et on n'a pas le choix. T'es obligé de respecter les règles des autres. Il y a ça, et puis c'est une question de survie. Okay. Alors, survie, je m'entends, c'est pas Koh-Lanta non plus, hein. Mais dans le sens où c'est la survie parce que, eh bien, il faut se faire comprendre pour tout. Pour se déplacer, pour manger, pour se loger, travailler. Et donc, ça demande un investissement personnel qui, en fait, nous fait dépasser nos croyances, qui sont évidemment limitantes. Comme d'hab. Et qui nous fait connaître des parcelles de nous-mêmes qu'on ne soupçonnait absolument pas. Et qu'on n'avait peut-être pas forcément envie de découvrir non plus d'ailleurs, par ailleurs. Dans mon cas, en tout cas, il n'y a pas eu de mauvaise expérience londonienne. Ça a vraiment été une découverte, déjà voilà, de cette culture. C'est l'ouverture d'esprit aux autres. Londres, c'est une ville qui est quand même hétéroclite, melting pot, et la différence, elle est très enrichissante parce que ce que j'ai vécu à Londres, c'est que les gens ne se jugent pas, ne se moquent pas, et que chacun a la liberté d'être qui il veut, qui il est, ou qui il veut être. Ça change de la France. Ça change de la France. Totalement. Et quand on y travaille, bah, c'est un peu cette idée à l'anglo-saxonne, un peu voilà, quand on va chez Apple et que tout le monde est super content, souriant. Alors effectivement, il y a le côté très marketing. Hey friend, how are you? Voilà. Ouais, c'est un peu ça, ouais. Mais il y a quand même une dynamique qui est justement, alors il y a forcément hiérarchiquement une pyramide parce qu'on a un chef, un directeur, voilà, comme partout. Par contre, l'avantage, c'est que il n'y a pas ces cases dans lesquelles on nous met. Ouais, t'es française, t'es indien, t'es juste un humain, quoi. T'es une ressource quelque part. C'est un peu dur, mais... Ouais, je pense pas qu'ils le voient. Enfin, en tout cas, je l'ai pas perçu de cette manière. Voilà, déjà, il n'y a pas de case dans le sens où tu peux être qui tu as envie. Parce qu'à partir du moment où tu montres que tu as envie et où tu montres que tu es compétent, eh bien, tu évolues de suite. Ok, d'accord. Et après, c'est comme en France où il faut attendre 2, 3, 4, 5... N'en parle pas. Voilà. 5 ans. 5 ans pour qu'on te propose un autre poste parce que voilà, dans l'entreprise, il y a un espèce de process. C'est ça. Et pourquoi il y a ce process-là Oui, et en plus, c'est égalitariste. Si jamais il y a des gens qui étaient là avant toi, juste parce qu'ils étaient là avant toi, pas parce que t'es plus compétent, ils évoluent à ta place. On m'a expliqué ça dans ma première expérience salariée. On m'a dit, il faudra attendre 10 ans pour que tu sois chef de projet. Bah non, je pars. T'es fou en fait, enfin, qu'est-ce qui t'arrive? Et c'est un peu le problème que je pense, parce qu'aujourd'hui je travaille aussi sur l'emploi. Il y a une problématique là-dessus parce qu'aujourd'hui de plus en plus justement de personnes partent faire une expérience à l'étranger et quand elles reviennent en France, elles s'y retrouvent plus. Bah non. Parce que c'est à l'ancienne. Parce que c'est à l'ancienne. Il faut envoyer un CV avec une photo, il faut qu'il y ait marqué ça dans le CV. Et il y a un process de recrutement et il y a un process d'évolution. Enfin bref, il y a une perte de temps pour des choses... Simple. T'es compétent, tu prends le poste, mais t'es pas compétent, t'as pas le poste. C'est comme ça que ça fonctionne en Grande-Bretagne, c'est ça? Exactement. Alors, il n'y a pas de CDI. Voilà, ça c'est la peur franco-française. Non, il n'y a pas de CDI, mais il n'y a aucune raison pour des patrons de te virer si tu es compétent. En fait, c'est un vrai CDI, justement. C'est à durée indéterminée quand eux, ils le souhaitent, en fait. C'est un contrat ouais, où oui. ça s'appelle pas comme ça, mais...
Alors forcément, il y a un contrat, mais je veux dire, il donne la liberté à chacun, aussi bien pour l'employeur que pour l'employé, de partir. Okay. À la différence d'un CDI où c'est très compliqué d'en sortir. Non. En tout cas, c'est plus compliqué. Bah oui, bien sûr, t'as raison. Mais donc voilà, il y a ce côté, je vois la vie différemment. Et je vois la vie professionnelle aussi différemment, parce qu'en bossant dans un restaurant où au départ je fais de la sommellerie, où je prends des initiatives parce que je prends des initiatives dans la vie, parce que voilà, c'est ma nature, parce que je fais ce que j'aimerais que l'on fasse pour moi. Voilà, ce côté très empathique. Service. Serviable. Le service, le don de soi. Voilà. Ouais, alors ça, c'est vrai que ça te définit. D'ailleurs, c'est cool de t'avoir comme pote. Parce que tu fais toujours très bien à manger pour les gens. Petite parenthèse fermée. On est toujours très bien accueillis chez Caroline. J'ai un super traiteur en fait. Ce que je cache depuis des années, c'est que j'ai un super traiteur et dès que j'ai des amis qui viennent, j'utilise ce traiteur. Voilà. Pour reprendre rapidement dessus, c'est que cette expérience en Angleterre me permet de voir un autre type de management en entreprise qui est, voilà, si tu prends des initiatives, que tu es compétent et que tu es en demande d'apprendre, eh bien on te fait évoluer du jour au lendemain, et ça a été mon cas, ou du jour au lendemain parce que j'ai pris une initiative qui n'était pas dans ma fiche de mission, mais qui me semblait tout à fait logique et cohérente. Eh bien le lendemain, j'ai été convoquée. Alors voilà, quand on est convoqué par ses managers, je n'aurais pas dû le faire, voilà. Ouais. J'aurais pas dû prendre l'initiative et je vais me faire jeter. Enfin, en gros, voilà, cette mentalité française. Et finalement, ça n'a pas été le cas parce que le fait d'avoir pris une initiative et le fait qu'évidemment, sans me jeter des fleurs, mais dans ce restaurant niveau vin, je savais plus que eux tous réunis. Parce que voilà, c'était sur des vins français. Enfin, c'était un restaurant... Enfin, c'était pas un restaurant français parce que ce n'était pas tenu par des Français, mais en tout cas, il se voulait d'une... tradition. Dans une idée d'un restaurant, dans l'idée de ce que peut être un restaurant français à l'étranger, avec une carte des vins qui était exclusivement sur des vins français. Donc voilà. Ah, ça ils aiment les Anglais, le vin français, hein, t'inquiète. Ah, ça ils aiment. Ah ouais. J'avoue qu'en termes de consommation, le premier service que j'ai fait, j'ai pas compris j'ai pas compris. Ah ouais, eux ils ont ni peur du gendarme, ni peur de rien du tout. Hein. Ah ouais. Bah non. Oui, enfin bref, ouais. Ok, ouais. Bon. Ouais. Voilà, du jour au lendemain, on a pris mon contrat, on l'a changé, et je suis passée manager. Donc ça permet une confiance en soi. Ok, ouais, bien sûr. Parce qu'on se dit, en fait, j'ai bien fait d'écouter mon intuition, encore une fois. Le cœur, toujours. Toujours. Et j'en suis récompensée. Mais... Attends, belle intuition que tu récompenses, mais mine de rien, là, t'es plus manager à Londres aujourd'hui. Là, je suis plus manager à Londres. Exactement. Donc, c'est qu'à un moment donné, ton intuition a changé. Disons que j'étais partie en sachant que j'allais revenir. C'était vraiment ce côté expérience. Je m'étais donné au maximum 1 an. Parce que 30 ans, enfin, si ça veut rien dire encore, ça c'est une pensée limitante. Mais j'avais 30 ans, je me suis dit, voilà, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais. Et ça, par contre, j'ai bien fait parce qu'effectivement, avec l'épisode Covid, c'est sûr que après je ne... Et le Brexit, je ne l'aurais jamais fait. Donc c'était maintenant ou jamais. Ouais. Mais je savais que il y avait une date de fin. Alors je savais pas à quel jour exactement elle était définie, mais en tout cas que je finirais 2019 en France. Ça c'était sûr. Et ça c'était sûr. Mais est-ce que tu te disais toujours, avant de partir même en Angleterre, tu disais au retour je serai toujours dans la restauration à mon retour? Ça c'est très bizarre et paradoxal parce que jusqu'alors à peu près j'ai travaillé dans la restauration, mais je pense très rapidement après mes études de sommellerie, je savais que j'allais pas rester dans la restauration. Ouais, ok. Je le savais. En Angleterre, t'es parti dans la restauration parce que c'était ton expertise quelque part, dans la sommellerie, la sommellerie, mais en hôtel-restaurant, enfin en restaurant en tout cas. Parce que c'était ton expertise. Alors ça va au-delà de ça, c'est que ces métiers de la restauration, ça permet d'apprendre des métiers. C'est des métiers qui existent depuis toujours et qui existent toujours. C'est-à-dire qu'il faut faire manger les gens et manger, l'humain mangera... Enfin, il faudra bien nourrir l'humain. Oui, d'accord. Voilà. Oui, puis c'est un plaisir en plus. Donc, oui, mais c'est surtout un besoin vital. C'est un besoin qui est à la fois un plaisir, effectivement. Donc,
On apprend un métier et ce métier, peu importe où on se situe dans le monde ou peu importe où on a envie d'aller travailler dans le monde, eh bien, il y aura toujours besoin de personnes qui sont expertes soit sur faire à manger, soit sur cette partie vin, en tout cas sur la gastronomie au sens large. Ouais, bien sûr. J'ai choisi la restauration, pourquoi ? D'une part parce que c'est mon métier de base, d'autre part parce que je me suis pas posé la question de savoir si j'allais trouver du travail. Oui. C'est évident que oui. Logiquement. Ok. Mais tout en te disant, peut-être c'est une de mes dernières expériences en restauration étant donné qu'en France... Oui, pardon, je me suis dit, c'est la dernière expérience en restauration. Ok. C'était la conviction sûre et certaine et non négociable. Ouais, donc contrairement à j'arrive et j'ai envie de partir au bout de 2 secondes, là celle-là a été profonde, elle était ancrée. Et finalement, maintenant, quand t'es arrivé en France, t'as été manager chez McDo. Non, je déconne. Non, pas du tout. Quand je suis revenue en France, alors il y a eu le retour qui a été un peu difficile parce que voilà, Londres, c'est quand même au-delà d'être une capitale, c'est vraiment un espèce d'écosystème très vif. C'est un état d'esprit à part. Alors il y a le côté état d'esprit et puis d'un point de vue culturel, je veux dire, j'ai jamais passé une seule journée enfermée dans ma chambre de 10 mètres carrés. L'art est ouvert à tous parce que les principaux musées sont gratuits. J'habitais à côté du British Museum. Alors, la pierre de Rosette, je pense que je suis allée la voir, je ne sais. 500 000 fois, ouais. Peut-être pas 500 000, mais voilà, enfin... Il y a ce côté effervescence, dynamisme. Il y a tellement de choses à découvrir juste à Londres et après en allant se balader un petit peu autour aussi que quand on revient à Montpellier, eh bien il y a ce côté un peu retour du bâton en se disant bon, l'émulation est tout à fait différente et c'est pas Paris, voilà. Par exemple, Londres pourrait être comparé à Paris sur certains points, même si c'est pas exactement pareil. Oui. Voilà, d'être dans une capitale où intellectuellement, oui, mais en tout cas culturellement, il y a plein de choses à faire. Tu peux aller déguster, aller manger dans des restos différents de différentes cultures. Mais comme à Marseille aussi, par exemple. Tu vois, il y a d'autres villes comme ça en France. C'est vrai que c'est pas forcément le cas de Montpellier. Sans offenser Montpellier. Voilà, même si ça va de mieux en mieux à Montpellier, mais c'est vrai que, c'est pas Londres. Donc voilà, le retour a été un petit peu compliqué psychologiquement. Je me posais beaucoup de questions à savoir qu'est-ce que maintenant, une fois que tout ça a été fait, état des lieux, qu'est-ce que je fais ? Changement de conviction. Alors, qui je suis, ça je le sais. Ouais, mais je veux plus faire la même chose que ce que je fais depuis 10 ans. C'est ça. Un peu. Ouais, En fait, cette étape londonienne d'améliorer mon anglais, c'était dans ce but. Premièrement, de ne plus travailler dans la restauration et deuxièmement, d'aller sur un métier plus tertiaire que dans l'artisanat ou en tout cas sur ces métiers de service. Quelque chose avec des horaires entre guillemets un peu normaux, un travail entre guillemets moins physique aussi dans le sens où c'est vachement crevant à la fois psychologiquement et physiquement parce que tu fais un nombre de pas, je sais pas, ça existait pas à l'époque les trackers, mais je pense que ça doit être dingo. Ouais, et je pense et puis la pression. Je faisais à peu près à Londres, je crois que j'avais calculé. Je faisais 14 km par jour. Ouais, c'est énorme. Juste dans le restaurant, sans compter ce que je pouvais faire d'autre part. Et après, dans la sommellerie, il y a aussi le côté physique, c'est de porter du poids toute la journée. Ouais. Parce que les bouteilles de vin ne se rangent pas toutes seules dans les casiers. Et qu'il faut porter les caisses de vin. Et là, pour le coup, en étant une femme, les hommes, ils viennent pas forcément t'aider. Voilà. Il y avait toujours ce côté un peu où tu dois te débrouiller par toi-même. T'as choisi, tu assumes. Ouais, mauvaise mentalité quelque part de ce côté-là aussi. Ouais, bon après c'est pas grave, moi je préfère faire les choses par moi-même et ne devoir rien à personne. Oui, je comprends, effectivement, je confirme. Donc, t'arrives en France, tu te dis dans le tertiaire, mais quand même en restant dans le milieu du vin, ou tu te disais autre chose potentiellement ? Dans le milieu de la gastronomie au sens large. Ouais, ok, d'accord. Avec une préférence évidemment pour le vin. Mais quoi faire ? Ça, c'était vraiment la question. Et comme tu l'as soulevé, l'idée était de partir sur un métier qui me permettrait d'avoir aussi une vie perso. Parce que, là, on parle beaucoup du pro depuis tout à l'heure, mais pendant toute cette période restauration, forcément, la vie perso est altérée. T'as pas le temps, en fait. Mais non, mais t'as tous tes week-ends de prix, les gens ne comprennent pas et c'est normal, c'est pas forcément leur cas non plus, quoi. Tu peux pas sortir, tu peux pas, c'est différemment, quoi, en tout cas. En fait, c'est vivre une vie un petit peu parallèle où tes amis, lorsqu'ils finissent de travailler ou qu'ils sont en vacances ou en week-end, mais en fait, toi, c'est là où tu travailles.
Parce que c'est toi qui les sers quelque part. Donc, ouais, bien sûr. C'est l'entreprise un peu du divertissement, même si c'est pas que ça, mais Oui, il y a mais pas voilà, ça. en tout cas, c'est en horaire décalé. Donc, soit Ok. dans ta vie perso, tu te mets avec des gens Ouais, du même milieu. du même milieu. Et moi, T'as jamais trop mélangé, ouais. voilà, ça m'a jamais trop attiré. Mais par contre, ce qui est intéressant là dans ce que t'expliques, c'est que finalement, bah, t'avais cette volonté de revenir à quelque chose de normal, enfin, de découvrir quelque chose de normal quelque part, parce que t'avais jamais connu ça dans le monde professionnel en fait. Hormis, si, en fait, c'est faux. Enfin, lorsque t'étais dans dans la cave à vin à Bordeaux, pour le coup, t'avais une vie un peu normale quelque part. Tu travaillais le samedi, mais le dimanche, tu travaillais pas. Ouais, lorsque je travaillais jusqu'à 20h, ce qui est tout à fait entendable. Mais par contre, le fait d'être allée vivre à Bordeaux toute seule, en ayant pris la décision de partir toute seule parce que j'étais seule, parce que dans c'est le ton sens souhait, pas en couple ou ne pas partir avec des amis, voilà, de partir bien sûr. vraiment solo. C'était difficile aussi de se créer un cercle d'amis. Parce que pareil, travailler jusqu'à 20h, travailler les samedis, donc il te reste quoi? Le dimanche et le lundi, tout le monde travaille. Ouais, c'est ça. Ça revient un peu au même. Alors après, nous, voilà, on s'est rencontrés dans un cadre particulier qui en fait, qui a permis de rencontrer aussi des personnes et d'en sortir de tous ces gens, d'en sortir un. Ouais, c'est vrai. Ami. Et ouais, parce qu'on est quand même un certain nombre. On les embrasse s'ils nous regardent. Voilà. Voilà. On transmet nos amitiés à toute l'équipe de BF. Donc ouais, c'était pas forcément... Pareil, donc là, c'était une vraie découverte en fait. T'étais dans ta ville avec ton cercle proche et t'allais avoir un taf où tu travailles à des horaires de bureau, enfin dans ton esprit c'était ça, du lundi au vendredi, de 8h à 18h pour faire simple quoi. Un truc métro boulot dodo, tout ce que les gens veulent faire aujourd'hui à 30 ans, toi tu te dis let's go, la bonne idée. C'est-à-dire qu'effectivement, comme tu l'as dit au tout début, j'ai un parcours un peu différent où en principe, les gens ont bossé dans un bureau jusqu'à 30, 40 ans. Ouais. Et puis un jour se réveillent, ils se disent, et si je faisais un truc de mes mains, si j'avais un vrai métier, parce qu'on entend souvent cette terminologie de vrai métier. C'est-à-dire un métier qui a du sens. Oui, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut le tourner, parce que je pense que tous les métiers sont vrais, en fait, mais bon... Oui. Mais un métier, en tout cas, où tu... de l'expérience que tu peux en avoir des personnes à qui ça arrive, c'est ce côté, il faut qu'il y ait... Je fais quelque chose de moi-même. Ouais, c'est ça. Et il faut que ça serve au plus grand nombre. Voilà, que je vois, en fait, physiquement, que je puisse matérialiser ce que je fais. Ok. Qu'il y ait quelque chose à vendre ou à produire. Et moi, j'ai fait le côté inverse, c'est-à-dire que je suis partie de je produis, je donne, mon métier a du sens parce que le sens que j'y ai trouvé, c'est de faire plaisir aux gens et d'aller toujours essayer de faire plaisir aux gens ou en tout cas de les accompagner. En tout cas, que mon métier ait du sens, mais avec des conditions de travail qui soient sur qui correspondent un schéma, on va dire, classique. Métro, boulot, dodo. Métro, boulot, dodo, même si j'utiliserai pas forcément ce triptyque, mais ouais. Non, je sais très bien que c'est pas ça, mais dans l'idée de, par exemple, une personne qui nous regarde en Ile-de-France, ça correspond un peu à ça, malheureusement. Donc, tu trouves ta pépite en restant dans le même secteur d'activité et finalement en mettant en service toutes tes compétences d'intelligence sociale, d'intelligence émotionnelle, d'intelligence globale, j'ai envie de dire, que tu as pu développer pendant toutes ces années, par toutes ces expériences, t'ont permis d'avoir le job que tu as actuellement, enfin que tu as eu à l'époque et que tu as peut-être toujours aujourd'hui. Enfin, c'est la même mission quelque part que tu portes, j'imagine. Oui, en fait, il y a eu ce temps un petit peu, alors qui a duré 3 mois de latence entre je reviens de Londres et qu'est-ce qui se passe ensuite, où voilà, il y avait beaucoup de questions qui se posaient, des perspectives d'évolution, de déménagement qui s'engageaient parce que trouver un métier dans le vin à Montpellier, c'est pas chose évidente. Les perspectives, en tout cas, de métiers dans lesquels on puisse travailler, sur des horaires de bureau,
il y en a pas tant que ça. On peut travailler dans des domaines, faire de l'œnotourisme, faire plein de choses, mais dans œnotourisme, il y a tourisme. Et donc, je retournais en fait dans ce cercle un petit peu comparable à ce que je vivais dans l'hôtellerie-restauration, dans lequel je n'avais pas envie d'aller. Donc voilà, un petit peu compliqué pour moi au départ de savoir ce que j'allais faire. Et puis, je dirais qu'il n'y a pas de hasard et qu'il n'existe pas. Et puis, la providence fait qu'un jour, voilà, ce qui m'arrive, je réponds à des offres d'emploi et j'en ai répondu un certain nombre, comme toute personne qui cherche un poste. Et on me rappelle pour un poste en particulier. Et en plus, je réponds pas parce que c'était un numéro parisien, 01 40, je ne sais quoi. Ouais, donc c'est-à-dire arnaque téléphonique. Exactement. Je me suis dit, ça doit être quelque chose pour le CPF ou... les trucs habituels, quoi. Dans cette idée-là, 01 40, je ne réponds pas. Mais ils ont laissé un message. Et j'ai eu un message. Donc là, déjà, je me dis, bon, c'est bizarre que ça laisse un message. Et puis, j'écoute le message. Et donc, c'est la RH, enfin, une des RH du groupe pour lequel je travaille, aujourd'hui toujours, qui me contacte. Et en plus, juste avant, je me revois. J'étais en train de regarder une série et j'étais surtout en train de me lamenter sur mon sort. J'étais en train de pleurer, voilà. Et qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Et qu'est-ce que je fous là? Pourquoi je suis revenue? Enfin bon, voilà, c'était Calimero. J'écoute ce message vocal qui me disait, voilà, qu'il voulait en savoir un peu plus sur moi. Alors, j'ai essuyé un petit peu... Enfin, pas qu'un petit peu. J'ai essuyé mes larmes. J'ai respiré un petit coup. J'ai repris la fiche de présentation du poste, la fiche de poste qui avait été proposée pour me remettre un petit peu dans les rails. Et puis, je rappelle. Et là, c'est vraiment la baseline de McDonald's, de venez comme vous êtes. Eh bien, je me suis dit, je vais être comme je suis. Voilà. Je vais faire ce premier entretien téléphonique vraiment avec qui je suis, mais en mettant en avant vraiment ma personnalité. Évidemment, mes compétences. Mais comme mes compétences n'avaient rien à voir. Après, une fois que j'étais en poste, évidemment qu'il y avait des compétences en relation. Non, mais c'était soft skill quand même, globalement. Voilà, mais c'était tellement loin de ce que je savais faire. Mais tu avais l'expertise du secteur. J'avais l'expertise du secteur, mais je dirais que ça s'arrêtait là. Ouais, mais des fois, c'est ce qui fait tout. Dans le cas de figure, c'est pas ce qui a tout fait, parce qu'évidemment, oui, bien sûr. Il y a des compétences que l'on acquiert et que l'on peut transformer. Et ça, c'est important aussi, justement, pour les gens qui pensent à faire une reconversion. J'ai acquis des compétences dans les métiers, dans le ou les métiers que j'ai exercés. Aujourd'hui, je veux faire autre chose. Eh bien, comment est-ce que les compétences... Déjà, c'est de lister ces compétences-là, de dire qu'est-ce que je sais faire, on se fait un listing. Et puis, par rapport au métier que j'ai envie de faire, eh bien, qu'est-ce qui peut être mis en relation? Voilà. Le fait d'être souriant, et des fois, c'est très bête, voilà, c'est très basique, mais c'est ce côté... Il y a les compétences professionnelles, ce que je dois savoir faire. Et puis, il y a le savoir-être. Ouais, ce qu'on appelle les soft skills, effectivement, c'est ultra important. C'est ultra important. Et aujourd'hui, en plus, dans les entreprises, c'est ce qu'on recherche. Bien sûr, on cherche des compétences, ça s'acquiert. Hein. Les compétences, tout le monde, on fait une formation, on a la compétence. Par contre, la personnalité, soit tu es pas. Hein. Et j'ai passé 4 entretiens, pardon. Process. Ouais, process. Et finalement, ce que j'ai mis en avant le plus, en me disant, en fait, disons que les compétences qu'on me demande, les compétences techniques, à l'époque de ce que je pensais, je me disais, je les ai pas. Donc, mais par contre, je sais m'adapter. Moi, je suis un caméléon. C'est-à-dire que quand tu bosses en restauration, tu sais t'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quel client, qu'en face de toi, tu es un chef d'État, un magnat du business, un Bernard Arnault ou un Arnaud Bernard qui a économisé pendant 1 an pour venir le reste de sa vie. Voilà. Et ben en fait, ça t'apprend à t'adapter à n'importe quelle situation, à n'importe quelle personne et à n'importe quel niveau intellectuel, de niveau social, qu'en fait, tu sais, consciemment ou inconsciemment, que tu es capable de faire plein de choses.
Ouais, ok, je suis d'accord. Donc Et puis, tu voilà. avais été chef d'entreprise, mine de rien. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu mets les briques. Moi, aujourd'hui, j'ai une entreprise, je te vois arriver avec ton CV de l'époque. Étranger, milieu de la restauration compliqué, chef d'entreprise, est parti dans différentes villes à bouger et tout. Les gens qui sont négatifs vont se dire la personne est instable. Les gens qui sont positifs vont se dire elle allait chercher de l'expérience et elle allait apprendre de nouvelles choses à chaque fois. Et donc, quelque part, ça fait quand même une belle différence. C'est ce qui t'a permis d'avoir le job, quelque part. C'est ça. En plus, j'ai eu un entretien. Alors, je dirais le vrai entretien, celui que j'ai eu avec l'équipe de Montpellier avec qui j'allais travailler, puisqu'après, donc j'ai fait 3 entretiens avec des personnes de Paris. Où finalement c'est ma personnalité. Et voilà, j'ai eu un entretien un petit peu particulier avec des jeux de mise en situation, avec un jeu de cartes où il fallait en fait que je choisisse 5 cartes parmi un jeu de cartes. C'était quelles sont les choses les plus importantes pour vous en entreprise. Alors il y avait par exemple une carte avec le salaire, l'entente avec ses collègues. Ouais, Bon, il j'ai y avait plein compris. de cartes. Ouais. Et donc je devais en choisir 5 et les classer et expliquer pourquoi les 5 et pourquoi ce classement. Voilà. Donc déjà c'était par rapport à ce que je connaissais des entretiens en restauration qui étaient très carrés, enfin bref, qui n'avaient rien à voir avec ce côté management. Oui. Ah, les RH sont devenus innovants, hein. Ils ont gamifié les parcours de recrutement. Je travaille sur du recrutement. Alors, je fais pas du recrutement, mais en tout cas, c'est sur la partie... thématique. Voilà, ma thématique, c'est le recrutement en entreprise. Donc voilà, une façon d'aborder cet entretien de façon différente. Et puis, j'ai mis à profit ma personnalité. Et il y avait une question ouverte. Et d'ailleurs, on en parle toujours avec... mes managers qui sont devenus depuis des copains d'entreprise et certains des amis. La personne que j'allais remplacer faisait des gâteaux tous les mercredis. Bon, donc elle a ramené des gâteaux au bureau. Oh, trop cool. Et donc il y avait, voilà, vous allez remplacer je sais plus comment ils avaient tourné ça, mais une fine pâtissière, enfin bon. Et vous, quel est votre talent caché? Bon, moi je leur avais dit que sortant de la restauration, je pouvais et faire des gâteaux et faire des choses salées, mais qu'en plus j'étais sommelière. Et donc, que j'allais leur parler de vin et que j'allais les saouler dans tous les sens du terme. Voilà. Quand j'ai dit ça, intérieurement, je me suis dit, t'aurais pu dire autre chose. Ça passe ou ça casse. Ça passe ou ça casse. C'est ça. Ils ont eu un regard de dire, dis donc. What the fuck? Et finalement, alors c'est pas évidemment ce qu'ils ont retenu de mon entretien, mais c'est quand même ce qu'ils ont retenu de mon entretien. Ouais, parce qu'ils nous ont dit, à partir du moment où tu nous as dit ça, on s'est dit, c'est elle. Déjà, on savait. Ouais. Mais là, ça fait la diff. Voilà, c'est elle qu'on veut. Parce que c'est ce côté, j'ai de l'humour, j'ai de la répartie, et je sais sortir du cadre, tout en étant bien sûr professionnelle, mais d'une question où les autres personnes qui ont passé cet entretien sont restées très professionnelles en disant moi ma passion c'est le marketing, ou moi ma passion c'est je ne sais quoi. Voilà, d'avoir ce côté spontanéité qui est, et qui est aussi une identité dans notre groupe média, c'est d'avoir un lien particulier avec nos clients où la personnalité est très importante. Ok, c'est intéressant. Si je comprends bien ce que tu me dis, là tu as réussi à avoir ce job grâce à ces soft skills, grâce à ta personnalité, avec un parcours assez atypique de recrutement. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, c'est ça, t'es toujours à ce poste-là, donc ça veut dire que tu t'es épanoui. C'est quand même l'entreprise dans laquelle t'es resté le plus longtemps, si je ne m'abuse. Qu'est-ce que ça t'a apporté, tout ce parcours-là, par rapport à ta vie perso, en fait? Est-ce que c'est dissocié ou est-ce qu'il y a un vrai apport? Je pense pas qu'on puisse dissocier le côté pro du côté perso. Ouais. Parce que l'un vient nourrir l'autre. Ok. On passe plus de temps au travail que son temps libre. Hein. Donc évidemment que le côté pro, alors il y a ce parcours de vie, mais je dirais que l'expérience que j'ai depuis 5 ans, où en fait pour la première fois, je me sens à ma place professionnellement. J'ai toujours cherché, pas qui je suis ou qui j'étais,
Parce que ça, voilà, j'ai des racines solides et je sais qui je suis. Tu l'as toujours su, ouais, ok. Même si évidemment j'apprends tous les jours un peu plus sur moi, mais j'arrivais pas à trouver ma place. Et je pense qu'à partir du moment où tu trouves ta place dans ton professionnellement, où tu es bien là où tu es, forcément le côté perso, eh bien, il va. Tu t'élèves. Ouais, il va s'amplifier dans le bon sens du terme. Parce que tu es bien là où tu es, parce que tu es avec des personnes qui te permettent d'évoluer, et parce que toi, tout seul, enfin, avec les autres, mais c'est le rapport à soi qui est le plus important. Eh bien, moi, j'ai découvert depuis 5 ans des facettes de ma personnalité, où avant, j'étais plutôt timide et réservée, et quand je dis ça aujourd'hui à certains, ils rigolent en me disant, mais je vois pas comment. Enfin, c'est impossible. Je suis d'accord. Impossible que tu aies été comme ça, et pourtant, timide, réservée, c'est jusqu'à mes, peut-être pas 30 ans, mais au moins jusqu'à mes 18 ans, c'est vraiment ce qui me caractérisait. Aujourd'hui, il y a 8 ans, tu étais plus discrète que ça, déjà. Oui. Et pourtant, je pense que c'était moins qu'avant. Donc voilà. Et là, bon, évidemment, dans certains points de ma vie, vraiment sur le côté privé, perso, sentimental, je peux être encore timide, encore pas avoir confiance en moi sur certains points. Mais bon, voilà, la vie est faite pour apprendre. Pour évoluer, pour apprendre. Pour évoluer. Sûr. Mais je dirais que j'ai pris confiance en moi parce que je me suis prouvé déjà que j'étais capable d'assumer le poste et les responsabilités comme l'on m'avait confié et de dépasser ce cap, de dépasser les objectifs que l'on m'avait fixés. Donc tout ça fait forcément que tu prends confiance. Voilà. Ouais. Tu te dis girl power, rien ne m'arrête. Puis en plus moi je suis une femme, c'est pas de dire girl power, mais non, mais tu peux, t'as le droit. Ici, tout le monde a la parole libre. Donc ouais. Mais dans le sens où je prends quelque part une revanche sur les expériences difficiles que j'ai pu avoir. À 15 ans. Exactement. Mais tout ça me nourrit aussi, et dans le bon sens. C'est-à-dire que, comme je le disais, ces expériences-là m'ont fait évoluer, ont été dures, mais m'ont permis aussi d'avancer dans ma vie perso. Et je suis... disons que je suis plus proche de la Caroline que je veux être, que je veux être. Que tu as toujours rêvé d'être. Ouais, c'est ça. Ouais. Des fois, je voyais des amis ou des membres de ma famille être, c'est même pas être d'une certaine façon, mais être. En fait, je pense que ce qui est compliqué dans ce monde, c'est d'être, tout simplement. D'être qui tu es, c'est pas forcément facile. Toi, tu es aujourd'hui. Ça fait même quelques années que tu existes au sens premier du terme. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu fais tes choix. C'est être et ne pas avoir peur d'être. Ouais, souvent ça, parce qu'on peut être dans un cercle très restreint de famille, d'amis proches, qui aux yeux du monde ou professionnellement on est effacé. En être. Ouais, bien sûr. Pour des raisons qui appartiennent à chacun. Et bien moi, j'ai décidé de pas jouer un rôle et d'être au travail, d'être dans ma vie perso, d'être tout simplement. Et je pense que c'est une force parce que j'ai pas, disons, une personnalité au bureau et une personnalité à la maison. Voilà, je suis Caroline Garcia, au bureau, chez moi, et je suis la même. Ouais, ok. Et alors, ça, j'en doute pas une seule seconde. Mais des filtres quand on est au travail, parce qu'on est au travail. Surtout avec tes clients, j'imagine, un peu plus, forcément. Ouais, peut-être pas forcément, remarque. Te connaissant, peut-être pas forcément. Pas forcément, parce que les clients que j'ai, je connais leurs problématiques, leur situation, parce que même si j'ai pas eu de domaine viticole, mais je comprends leurs problématiques. Ouais, bien sûr. Bah, ça fait longtemps. Leurs enjeux. Donc en fait, on parle le même langage. Ouais. Donc j'ai certains de mes clients, et pour en citer une, sans citer son nom, mais sur une rencontre d'il y a un mois, je vais à un rendez-vous client, donc je vais dans un domaine viticole, je ne connais pas la personne, je l'ai juste eu en échange téléphonique. On se rencontre, on parle de tout, on parle de vin, forcément, on parle de nous. Et on finit le rendez-vous en se faisant la bise, en s'échangeant de numéro de téléphone et en se disant qu'on va aller boire un verre ou un café prochainement. C'est génial. Hors contexte travail. Parce que les gens sentent... T'es toi-même.
Bah, bien sûr. Voilà, sentent que je suis authentique. Exactement. Que je ne joue pas un rôle et que je suis pas... Alors, j'ai une dimension commerciale dans mon métier, mais ils sentent pas que c'est quelque chose qui est joué ou qui est dans le sens, il y a un but derrière. Tu leur apportes sincèrement du plus, en fait. Juste de par ta personnalité. C'est ça. Et puis Ouais, parce que ma tout à fait. personnalité les séduit, ou alors ma personnalité ne séduit pas, ça, peu importe, que l'on Oui, aime ou pas, et mais je c'est en étant, suis authentique. c'est en étant soi-même que l'on clive et qu'on attire les personnes qui nous ressemblent de toute façon, et que ce soit dans la vie pro ou dans la vie perso. Je vois des fois trop de gens, et d'ailleurs j'en profite pour le dire, d'avoir cette audience-là sur YouTube, qui vont se forcer à avoir tel ami ou telle personne, enfin non, à être d'une certaine manière pour avoir tel ami ou telle personne dans sa vie, alors qu'en fait il faut surtout pas ça. Je pense notamment aux relations sentimentales. Si tu commences à te modifier pour être comme ci, comme ça, machin et tout le truc, bah tu finis par rester pendant 3 ans avec la même personne sans savoir trop pourquoi et à quand même naviguer pour. Donc à la fin, bah t'es pas forcément heureux, mais bon, tu continues parce que let's go. Mais voilà, c'est important de pas changer sa personnalité et d'attirer les gens qui nous ressemblent réellement. C'est ça, en fait, il faut pas avoir peur d'être soi, d'être, Ouais, en fait. d'être tout simplement. Pour conclure un peu tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, on a vu tout au cours de cet échange, pardon, ton évolution. Aujourd'hui, t'es là. Comment tu te vois évoluer très rapidement pour la suite? Très bonne question. C'est, je dirais, alors c'est peut-être l'âge ou je ne sais quoi. En tout cas, une période de ma vie où j'ai envie de stabilité. Bien sûr. Donc je dirais sur la partie professionnelle, je me suis assez accomplie. J'ai vécu des expériences, des expériences difficiles, d'autres faciles, d'autres challengeantes. Enfin bref, plein de Varié. catégories d'expériences variées et à géométrie variable. Pour certaines. Ouais. Là, c'est justement de plus... Je pense que cet aspect professionnel, je l'ai construit, c'est pas je l'ai terminé parce que j'ai que 36 ans. Bien sûr. J'ai encore plusieurs années, mais là, c'est vraiment la partie perso aujourd'hui que j'ai envie d'aller consolider. Ok. On refait une interview dans 10 ans pour voir où t'en es. Bah, avec plaisir. Carrément. On fera ça le 11 décembre 2034. Ça fait peur quand tu dis ça. Non, mais t'inquiète, hein, ça va arriver à la fois lentement et à la fois très vite. Mais tu verras, on sera plus tout au même endroit. Et en fait, tout ce qu'on imagine aujourd'hui, ça sera passé peut-être différemment ou peut-être un peu comme on l'a imaginé. C'est sûr. Parce que, encore une fois, nos pensées sont limitantes. Et la vie nous réserve tellement de surprises, tellement d'inattendus, mais d'inattendus positifs. Ouais, c'est Donc ça. il faut être ouvert. Et je dis ça alors avec une certaine philosophie parce que je pourrais me l'appliquer à moi-même, mais rester ouvert, lâcher prise et se laisser porter par le flot de la vie et n'émettre aucune résistance. Laissez-vous porter, vous avez envie d'aller à un endroit, allez-y, vous n'avez pas envie d'y aller, n'y allez pas. De côtoyer ces personnes ou de ne pas les côtoyer, soyez vous en fait, je pense que c'est ce qui résumerait assez bien. Et faites-vous confiance. Je trouve que c'est une belle conclusion. J'ai pas grand chose à rajouter en tout cas, mais effectivement, il faut se faire confiance, il faut s'écouter, on fait des erreurs, on apprend, on réussit les choses, on s'épanouit. Et moi, je dis toujours ça, très très souvent. Dans la vie, il y a des hauts et des bas. Et sur un électrocardiogramme, quand il y a des hauts et des bas, c'est que tu es vivant. Le jour où c'est plat, c'est que t'es mort. Donc, au-delà de la référence cinématographique de laquelle je tire ça, je pense que c'est une sacrée réalité et qu'il faut pas l'oublier. Donc, il faut vivre ces expériences, il faut vivre ces émotions. Et on part d'un point A, on arrive à un point, une lettre de l'alphabet au milieu parce qu'on sait pas exactement où on en est. Mais en tout cas, moi, j'ai trouvé que le parcours que tu nous as raconté ce soir ou aujourd'hui, en fonction de quand les personnes regarderont cette vidéo, est inspirant parce qu'en fait, t'es passé par plein d'expériences, t'as essayé, t'as appris. Parfois, tu pensais que t'allais être plus heureuse en faisant tel choix, ça n'a pas forcément été le cas. Mais ça t'a permis aussi de mieux te connaître, de mieux te recentrer, d'à la fois t'épanouir dans ta vie pro, qui prend une grosse partie, mine de rien, de ton état, de ton être et ta vie perso. Et voilà, moi, je pense que tu peux être fière de toi, Caroline. Ben merci. Et pour revenir sur ce que tu disais du point A, du point B ou peu importe, l'important c'est pas le but, c'est pas l'arrivée, l'important. C'est le moyen. C'est le chemin.
Le chemin, ce qu'il y a de plus important, c'est le chemin. C'est pas ce point-là qu'on miroite. C'est quel est le chemin, comment est-ce que je fais pour arriver à ce point-là. Et c'est ça qui est important. Parce qu'une fois qu'on est arrivé, on est arrivé. Mais par contre, le parcours que l'on a ce qu'on a parcouru, c'est ça qui est important. Je suis assez d'accord avec ça. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter, Caroline, avant qu'on laisse les personnes qui nous regardent? Non, parce que je pense que ce que j'ai dit, de se concentrer sur l'être, de se faire confiance, de faire confiance à votre instinct, parce que c'est cette petite voix intérieure qui a toujours raison. Même quand on veut la taire, même quand on veut faire comme si elle n'existait pas, rappelez-vous que c'est elle qui a raison et que le chemin vous amènera toujours vers quelque chose de positif pour vous. Même si on a l'impression de passer par des échecs, voilà. Et forcément, parce qu'on n'a pas parlé de ça en profondeur, mais vivez vos ténèbres parce que c'est là que jaillit la lumière. La lumière jaillit des ténèbres. Donc allez explorer le plus profond de vous, ce que vous n'avez pas envie d'aller voir, les portes que vous avez fermées à l'intérieur. Allez les explorer parce que c'est là que se trouve votre trésor et qui vous rend invincible. Eh ben, j'ai absolument rien à rajouter. Et c'est sur ces mots absolument profonds qu'on va conclure cet échange. Merci beaucoup, Caroline, de m'avoir accordé ce temps et d'avoir pu partager toute cette expérience et tout ce vécu et tous ces apprentissages, toutes ces belles réflexions aux personnes qui auront regardé cette vidéo. J'espère. Merci à toi. J'espère que tu as passé un bon moment, en tout cas en ma compagnie. Et puis pour les personnes qui nous regardent, il y aura bientôt d'autres nouvelles interviews avec d'autres personnes tout autant inspirantes que Caroline. Donc, je t'invite à t'abonner juste ici, à activer la cloche des notifications pour ne pas manquer les prochains contenus. C'était Pierre de la chaîne En Forme et Caroline Garcia. Caro, est-ce que il y a des réseaux sociaux qu'on peut mettre, peut-être LinkedIn? Oui, on peut mettre mon LinkedIn. Tout à fait. Ok, très bien. Comme ça, si vous avez des questions à poser à Caroline, vous pourrez directement la contacter sur LinkedIn. Et ne pensez pas que je suis la joueuse de tennis, parce que c'est pas moi. Caroline Garcia, c'est pas celle-ci. Non, en plus, t'es meilleure qu'elle au tennis. Mais bref. Oui, sûrement, bonne soirée à tout le monde. Et puis, Caroline, à très vite. À très vite, Pierre.